et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui va peut-être être un petit peu longue, mais on va faire ensemble des mathématiques. Bon, là on a perdu la moitié de l'audience, c'est assez normal, non, en réalité on va pas faire des maths, mais on va juste essayer de revenir ensemble un petit peu sur les résultats. Maintenant qu'on est globalement presque un mois et demi après la sortie des secrets de Dumbledore, on va essayer de faire un gros point sur les résultats du box-office, parce qu'on entend absolument tout et n'importe quoi sur le sujet. Quand on aborde la thématique des secrets de Dumbledore, on entend dire beaucoup de choses, beaucoup d'horreurs et surtout beaucoup d'erreurs sur ce troisième opus. Et donc on a décidé de rétablir un petit peu de manière totalement factuelle la véritable vérité sur les résultats de ce film. Parce que aujourd'hui, quand on regarde les médias, on a l'impression d'assister à une catastrophe industrielle. D'ailleurs, on utilise ces mots-là, hein, catastrophe industrielle, pire film de la saga, désastre. On est vraiment dans le registre entre guillemets du positif, hein, mais vraiment du positif. Et tout ça par des médias putaclic qui évidemment ne savent absolument pas prendre connaissance finalement d'un tableau de box-office ou ne serait-ce que de comparer finalement le film des secrets de Dumbledore avec les crimes de Grindelwald. C'est pas tout à fait entre guillemets quelque chose d'exact, pour la simple et bonne raison que les crimes de Grindelwald sont sortis en 2018, que nous sommes en 2022, qu'on s'est tapé presque 2 ans et demi de pandémie avec un ralentissement de toutes les salles de cinéma dans le monde entier, où quasiment aucun film aujourd'hui ne fonctionne sauf exception entre guillemets, c'est-à-dire que ça se cantonne globalement à peu près à Marvel et à 2-3 très grosses autres franchises du cinéma, mais sinon ça va pas tellement plus loin. Et donc du coup on s'est dit que ça allait être intéressant peut-être de faire un point qui va être un petit peu long, mais pour bien regarder ensemble ce que veulent dire ces résultats du box-office et essayer globalement de comprendre un peu où on se situe pour éviter de dire tout et n'importe quoi. Alors déjà faut partir juste d'un principe, c'est que le film il a coûté environ 200 millions de dollars à produire et qu'il a coûté aussi 80 millions d'euros entre guillemets de promotion. Ces 280 millions finalement de dollars de promotion et de réalisation du film sont à mettre en rapport avec d'autres chiffres. À la fois le nombre d'entrées qui sont réalisées au cinéma, mais aussi tout le côté merchandising. Bon, c'est vrai qu'il n'est pas extrêmement développé pour l'instant, il sortira qu'au mois de septembre en raison des problèmes d'approvisionnement en matières premières et des problèmes aussi d'acheminement depuis la Chine. Et il faudra également compter dedans les résultats qui seront enregistrés sur les plateformes de VOD, qui évidemment ont pris un tout autre essor par rapport à ce qui était le cas avant, et notamment lors de la sortie des crimes de Grindelwald. Donc on va essayer entre guillemets de regarder un petit peu tout ça. Alors déjà préalable aussi à tout, il faut savoir que le film a bénéficié de différentes dates de sortie. Il est sorti un coup le 7 avril, un coup le 8 avril, un coup le 11, un coup le 13 et plus globalement le 15 avril. Mais il faut aussi savoir quand même et prendre en considération que le marché chinois par exemple est aujourd'hui encore, à l'heure où on enregistre cette vidéo, quasiment à l'arrêt en raison du confinement dans les grandes villes et de la fermeture donc d'une très grande majorité des cinémas, des théâtres, des espaces collectifs, évidemment pour des raisons sanitaires que l'on peut comprendre après la crise que nous avons traversée du Covid-19. On sait aussi que le film n'a pas pu être exploité en Russie, puisque vous le savez que la majorité des grands studios américains ont fait le choix évidemment de ne plus diffuser en raison du conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine leurs films dans les cinémas russes, ce qui mine de rien pour les franchises du Wizarding World est un peu problématique parce qu'il y a une très forte communauté de fans de Harry Potter et du monde magique qui est présente en Russie, et d'ailleurs on vous rappelle qu'un projet qui est désormais abandonné consistait effectivement à construire à proximité de Moscou un Universal Studio effectivement avec tout un land consacré à Harry Potter et peut-être aux animaux fantastiques, et que évidemment là en l'occurrence compte tenu de la période et du contexte géopolitique et diplomatique, évidemment malheureusement les Russes ne pourront pas en bénéficier. Alors donc évidemment une fois qu'on a mis tout ça dans le contexte, il va falloir entre guillemets maintenant se poser un petit peu la question. Alors les chiffres que nous prenons sont les chiffres à la date du 30 mai, donc les chiffres auront donc évolué un petit peu le temps que vous puissiez voir cette vidéo, mais on est globalement sur une évolution de 4 à 5 millions de dollars, ce qui n'est pas énorme compte tenu entre guillemets des enjeux. Alors, à la date du 30 mai, le film a réalisé 390 millions de dollars de recettes, soit 95 millions aux États-Unis et 296 millions dans le reste du monde. Enfin, les projections économiques estiment une fin d'exploitation qui serait située globalement aux 400 millions de dollars. Alors, ces 4 chiffres, ils nous disent un certain nombre de choses et ils sont vraiment intéressants à regarder. Pourquoi? Tout simplement parce que on peut dire que le film a déjà fait donc 390 millions de dollars de recettes. Alors, cela signifie d'une part que le film est totalement rentabilisé, puisque on serait donc, si on ajoute le budget de production et le budget de marketing et de promotion, entre guillemets, un bénéfice donc de 110 millions de dollars uniquement sur l'exploitation, et qui encore une fois n'est pas terminé, puisque en Chine l'exploitation se déroulera a priori jusqu'au 7 septembre. Au début ils avaient dit le 7 juin et en fait ça ira jusqu'au 7 septembre pour
des raisons entre guillemets évidemment liées à la crise sanitaire, et donc on sait que le marché chinois va continuer à engranger pendant plusieurs mois, le temps que ça redémarre, évidemment, des entrées sur les secrets de Dumbledore. En plus, il y a des nouvelles sorties qui sont prévues à droite et à gauche, notamment en Asie du Sud-Est, dans le cadre d'un certain nombre de congés qui vont arriver tout prochainement. Donc effectivement, on peut penser que les résultats vont aller en se dirigeant gentiment vers les 400 millions de dollars, ce qui veut dire d'ores et déjà que le film n'est pas un échec financier. Le film est rentabilisé, et ça c'est déjà très important évidemment de le dire, parce qu'on vous explique que le film est majoritairement déficitaire. C'est absolument faux, le film n'est absolument pas déficitaire, bien au contraire, le film est entre guillemets une réussite commerciale, mais une réussite commerciale très différente de ce qu'on a l'habitude de voir, notamment sur la franchise des Animaux Fantastiques, pour la simple et bonne raison que le monde, malheureusement, il a changé depuis le premier volet qui est sorti en 2016 et le second qui est sorti en 2018. Alors, deuxième chiffre, et alors là, c'est vrai, c'est pas un bon chiffre, c'est 95 millions de dollars au box-office américain. Alors ça, vraiment, non, on peut pas dire que c'est un bon chiffre, au contraire, c'est même là, finalement, où le film, entre guillemets, pêche, et où, effectivement, on peut dire qu'il y a eu une contre-performance assez importante sur lesquelles nous reviendrons un petit peu plus tard dans cette vidéo, mais on pourra noter quand même, pour se rassurer, que le film a quand même réussi à égaliser ou même dépasser certains films qui étaient quand même à très gros budget, comme c'était le cas par exemple pour Morbius, un Marvel de Sony, pour Moonfall, qui a fait donc 2 fois moins bien que Les Secrets de Dumbledore. Moonfall, c'est quand même un film qui a été réalisé par le maître, entre guillemets, du film catastrophe, qui est Roland Emmerich. Il y a le film également Scream, qui a fait nettement moins, alors qu'il était pour le coup très attendu par les aficionados d'horreur, et le film avec Daniel Radcliffe, notamment La Cité Perdue, qui est sorti un tout petit peu avant Les Secrets de Dumbledore, s'est fait finalement complètement balayé par Les Animaux Fantastiques 3, et ça c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Donc la catastrophe reste mesurée aux États-Unis, mais nous allons en reparler un petit peu plus tard dans la vidéo. Troisième chiffre à retenir, c'est 295 millions de recettes à l'international. Donc c'est un résultat qui est encore très provisoire et sans l'apport de la Chine, et évidemment avec la Russie qui n'est pas comptabilisée. Alors il faut aussi savoir que dans les remontées qui sont faites au niveau du box-office mondial, qui est établi entre guillemets par IMDb Pro, c'est grosso modo un site en fait qui va répertorier un petit peu toutes les remontées de box-office, mais parfois elles mettent du temps à être consolidées. Par exemple, on sait que le film a fait un gros succès au Brésil, mais le temps que tout soit comptabilisé au niveau du Brésil avant que ça remonte à l'international, on n'a pas exactement les bons chiffres. Donc là, pour l'instant, on est encore en phase de consolidation, mais néanmoins, ça permet quand même à la franchise des Animaux Fantastiques et notamment au Secret de Dumbledore, de se classer directement en 4e position du box-office mondial à l'international, derrière Batman qui est sorti fin février début mars, et derrière Doctor Strange in the Multiverse of Madness, et en fait à quasi-égalité également avec un autre film, cette fois-ci d'une franchise du jeu vidéo, qui est le film Uncharted, porté par Tom Holland, qui était sorti, souvenez-vous, et ça a son importance, dans la poursuite même de Spider-Man No Way Home, où effectivement Tom Holland avait bénéficié d'une couverture presse extrêmement importante, et ce qui avait donc motivé Sony à sortir son film juste derrière pour réussir à capitaliser. Notons que les deux films vont être quasiment à égalité à 410 millions de dollars à peu près, donc ça reste quand même des très bons résultats. Ces 400 à 410 millions de dollars ont légitimé entre guillemets le studio Sony pour réaliser Uncharted 2, sachant que certes Uncharted avait coûté un petit peu moins cher que Les Secrets de Dumbledore en production. Par contre, en termes de marketing et de promotion, là, ils avaient fait encore plus fort que pour Les Secrets de Dumbledore. Donc, du coup, on peut dire que finalement, la balance s'équilibre. Et donc, comme quoi, finalement, un film à 400 millions de dollars, ça reste un film qui est jugé par l'industrie du cinéma tout à fait rentable. Enfin, dernier chiffre à retenir, c'est 400 à 415 millions de prévisions. Donc, ça reste dans le contexte post-Covid un excellent chiffre, puisque ça va dépasser en fait les résultats d'un autre film de Warner Bros. Pictures, qui est le film Dune. Alors, vous savez, Dune, c'est un film dont on a beaucoup entendu parler, que tout le monde a salué, que la critique a salué, que les distinctions plus sur ce nouveau film de Denis Villeneuve, mais on nous a toujours dit ouais, c'est un succès absolument incroyable, succès commercial, ça marche super bien, etc. Sauf qu'il faut se rappeler en réalité que Dune a réalisé un chiffre de 400 millions de dollars. Alors rappelons que ce résultat pour une promotion estimée à 100 millions de dollars et un film à 165 millions de dollars de budget pour la production, c'était une immense réussite. Donc du coup, derrière, on a enchaîné avec un second film, on enchaîne même avec une série donc qui finalement ne sera pas réalisée par Denis Villeneuve, mais comme quoi, même pour la Warner, 400 millions de dollars, ça reste quand même, on va dire, une très belle réussite. Donc si vous voulez, quand on entend tout le monde saluer
saluer le fait que Dune serait entre guillemets absolument extraordinaire, aurait fait des résultats au box-office incroyables et oh mon dieu Timothée Chalamet, nanana et nanana et Zendaya et ceci et cela. Bon, ok, c'est vrai que ça fait un très bon chiffre au box-office, mais à ce moment-là, on ne comprend pas pourquoi Les Secrets de Dumbledore c'est pas un bon chiffre et pourquoi pour Dune ça serait un bon, alors que c'est rigoureusement le même et qu'il y a même des possibilités que Les Secrets de Dumbledore passent légèrement devant Dune. Donc ça reste évidemment entre guillemets une petite question. Alors, évidemment, on viendra nous dire que Les Crimes de Grindelwald a enregistré un score à 655 millions de dollars de recettes et que Les Animaux Fantastiques 3 n'arrivera pas à atteindre ce chiffre. Alors, c'est vrai, c'est tout à fait vrai, mais en réalité, c'est tout à fait normal aussi, et ceci pour plusieurs raisons dont on va vous parler. Petit 1, entre Les Crimes de Grindelwald et Les Secrets de Dumbledore, il faut savoir que 4 années se sont écoulées, dont 2 années complètes de pandémie. Alors, dans le milieu du cinéma, déjà 4 années entre deux films qui se suivent, c'est déjà quelque chose de très très long. Imaginez qu'on mette par exemple 4 années entre 2 films Marvel. Ça passe pas tellement bien. Mais alors là, en plus, il a fallu rajouter le contexte entre guillemets de la pandémie qui évidemment est venu absolument tout modifier. Et c'est là où nous en arrivons au deuxième point. Cette pandémie, elle est venue profondément accélérer quelque part la transformation de l'industrie du cinéma en favorisant l'émergence des plateformes de streaming et en modifiant les habitudes de consommation des films. Et c'est vrai que pendant la pandémie, on était tous, chacun chez nous, à regarder sur Netflix, sur Amazon Prime, sur Disney+. Coucou au gouvernement français qui nous avait décalé la date de sortie de Disney+, d'ailleurs, soi-disant pour préserver les serveurs, mais bon bref. On était tous donc sur les plateformes de streaming et sur les plateformes de VOD pour regarder finalement les films qui sortaient sur les plateformes, puisque de toute façon ils ne pouvaient plus sortir au cinéma puisque tout a été fermé pendant des mois et des mois à plusieurs reprises. Donc du coup les gens se sont habitués finalement à regarder les films chez eux. Beaucoup de gens se sont achetés des rétroprojecteurs par exemple avec des écrans, se sont équipés finalement de télévisions de bien meilleure qualité que ce n'était le cas auparavant, hein. Il y a qu'à regarder les statistiques économiques, on voit effectivement une flambée finalement des ventes dans ce secteur là, où les gens en fait se sont construits leur propre petit cinéma entre guillemets chez eux. Et même nous on vous l'avoue, hein, concrètement mis à part pour de très gros films qu'on a envie de voir, c'est vrai qu'on va nettement moins au cinéma que ce n'était le cas auparavant, alors que nous sommes des passionnés de cinéma, qu'on est abonnés à notre salle de cinéma de quartier et qu'on va effectivement, avant la pandémie, on allait de manière très très régulière au cinéma, parfois jusqu'à 1 ou 2 fois par semaine. Là maintenant, c'est vrai que quand on y va 1 ou 2 fois par mois, hors Secret de Dumbledore, ça reste quand même, on va dire déjà pas mal, parce que c'est vrai qu'on n'y va plus du tout autant qu'auparavant, parce que c'est vrai qu'on s'est habitué à regarder les films dans le confort de notre salon, avec le confort de notre télévision, de pouvoir mettre pause quand on a envie de mettre pause, de ne pas être importuné par les bruits des uns des autres, etc. Donc finalement on s'est vraiment habitué entre guillemets à cette nouvelle habitude de consommation où finalement on se dit voilà, on attend que le film sorte éventuellement en Blu-ray ou en VOD et puis on l'achète et puis on regarde ça chez soi tout à fait tranquille. En plus, si vous voulez, cela vient combler une problématique qui est très particulière, alors qui est peut-être moins vrai, on va dire, dans les territoires ruraux que dans les villes, mais c'est que le prix de la place de cinéma, disons-le clairement, à Paris, est devenu absolument inabordable pour une famille de classe moyenne typique, par exemple. Quand on est sur une place de cinéma à 15 € par personne, il faut quand même compter, évidemment, si c'est une famille de 2 adultes et 2 enfants, ça fait 30 € pour les adultes, et pour les enfants, ça va faire 20 € en plus, à peu près, donc ça va faire à peu près 50 € pour la sortie cinéma, sans compter les boissons à 4 €, le truc de popcorn à 8, tout de suite, ça va très très rapidement, et finalement, une sortie au cinéma peut vite revenir très très cher s'il faut rajouter le coût du parc-mètre, etc., etc. Alors qu'au final, quand on achète le film en VOD sur Apple ou sur une autre plateforme, on va le payer 19,99 € et on va pouvoir le regarder en plus autant de fois qu'on veut, et finalement, ça, pour tout le monde, c'est quand même mieux. Et alors en plus, il faut savoir qu'aux États-Unis, ils sont carrément allés beaucoup plus loin, puisque effectivement, les Américains ne vont quasiment plus au cinéma, en tout cas beaucoup moins qu'avant, et en fait, eux, ils peuvent se procurer les films quasiment directement, hein. Là, on sait que Les Secrets de Dumbledore, alors qu'ils sont sortis donc aux États-Unis il y a à peu près 1 mois et 2 semaines, va être présenté cette semaine sur HBO Max, où les gens vont pouvoir se le procurer sans aucune difficulté. D'ailleurs, on note que le film est arrivé en tête des demandes de HBO Max au niveau des précommandes, hein, et c'est le numéro de tête mondial, hein, puisque ça a même dépassé Batman. Donc preuve, si vous voulez, que la consommation entre guillemets des films aujourd'hui n'a absolument plus rien à voir avec ce qui était le cas en 2018. Alors, Les Secrets de Dumbledore, ça c'est le troisième point, c'est qu'on sait que c'est le troisième opus d'une saga. Et comme dans toute saga, on observe toujours une baisse entre le début et la fin de la saga. C'est-à-dire qu'on sait que généralement le premier film va toujours faire plus que le dernier film. C'est toujours comme ça, on sait que les milieux de saga c'est toujours compliqué. Alors à ça il y a quelques petites exceptions, comme ce fut le cas par exemple pour Marvel, ou comme pour Harry Potter, quoique Marvel parfois s'est planté sur certains films. Certains films comme par exemple les Ant-Man ont beaucoup moins bien fonctionné que ce ne fut le cas évidemment pour des Avengers ou des Spider-Man. Il y a toujours vraiment dans les franchises entre guillemets des petits moments où il y a des questions
questionnements qui se posent, où il y a des petites choses entre guillemets, voilà, qui vont pas. Et là en l'occurrence, c'est vrai que sur les Animaux Fantastiques, on est clairement sur un cas typique d'une saga qui effectivement ne fait pas des résultats absolument phénoménaux depuis entre guillemets la sortie du premier volet. Le premier volet avait très bien fonctionné puisqu'il avait frôlé carrément le milliard entre guillemets de recettes au box-office. Là, on est vraiment descendu déjà en 2018 à cause de la présence de Johnny Depp. On est descendu à 655 millions de dollars. Et là, à cause de l'absence de Johnny Depp, comme quoi le monde a vraiment changé en 4 ans, on va se retrouver aux alentours des 400 à 415 millions de dollars uniquement sur l'exploitation film, sans compter les exploitations VOD, ce qui en 2022 rentre beaucoup plus en considération qu'en 2018, vous l'aurez compris au vu de notre propos précédent. Donc en l'occurrence, là c'est vrai qu'un film de milieu de saga, on sait que c'est toujours compliqué. Et ce qui nous amène à notre quatrième point, c'est qu'en plus le film a connu de très nombreuses polémiques liées à la présence donc au début de Johnny Depp, parce qu'il faut aussi se souvenir que quand il a été confirmé pour Les Secrets de Dumbledore, ça a fait véritablement mais hurler littéralement les fans qui en voulaient à mort à la Warner, qui en voulaient à mort à J.K. Rowling de maintenir Johnny Depp dans le rôle de Gellert Grindelwald alors que Amber Heard avait déposé plainte et se répandait dans la presse comme elle l'avait fait au moment des crimes de Grindelwald sur la violence supposée de celle de Johnny Depp. Donc déjà les gens hurlaient et puis ensuite les gens ont hurlé à nouveau quand Johnny Depp a été condamné suite à son procès perdu contre le magazine britannique The Sun et qu'il a été donc remercié de cette saga, tout en touchant d'ailleurs son cachet pour Les Secrets de Dumbledore dans son entièreté, ce qui était quand même un joli petit cadeau de la Warner Bros et on a tendance un peu à l'oublier. Et donc là les gens se sont mis à hurler parce que Grindelwald allait être remplacé donc et que Mads Mikkelsen allait prendre la place de Johnny Depp et là tout le monde a hurlé en appelant au boycott, etc. On vous renvoie à la vidéo qu'on a fait qui s'intitule Le vrai problème des animaux fantastiques où justement on vous explique un petit peu tout le principe, tout ce qui s'est mis en fait entre guillemets dans la tête des fans et la manière dont ils ont tué eux-mêmes finalement presque la saga en hurlant d'abord sur la présence puis sur l'absence de Johnny Depp. Enfin évidemment autre sujet qui est venu percuter de plein fouet les Animaux Fantastiques 3, Les Secrets de Dumbledore, c'est évidemment les propos complètement détournés de leur pensée de J.K. Rowling que seule une minorité d'imbéciles n'a pas voulu comprendre et donc toute cette haine finalement vis-à-vis de l'auteur et ses appels au boycott ont fait que finalement on a laissé penser en société, et c'est notamment le cas aux États-Unis mais nous y reviendrons, que finalement aller voir ce film c'était soutenir l'innommable, etc. et que même en société il fallait plus trop dire qu'on était fan de Harry Potter ou qu'on était fan de J.K. Rowling parce qu'on sait pas ce que ça pourrait déclencher, parce que vous imaginez bien, oh là là mon dieu, dire qu'on est fan de J.K. Rowling c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Donc toutes ces polémiques au fur et à mesure elles ont eu des répercussions sur l'opinion publique à cause de médias qui se sont clairement engouffrés dans la brèche et qui ont fait peser effectivement cette espèce d'impossibilité, d'incompatibilité presque sociale entre guillemets de dire son amour pour le monde magique et pour J.K. Rowling parce que voilà c'était pas bien de le dire, oulala la méchante J.K. Rowling qui a viré Johnny Depp, oulala la méchante Warner qui a viré Johnny Depp, oulala etc. On pourrait en faire des caisses là-dessus, mais on vous renvoie vraiment à notre vidéo que nous avons intitulée Le vrai problème des animaux fantastiques que nous avons sorti il y a quelques semaines où vous allez pouvoir effectivement retrouver un petit peu tout notre développement sur ce sujet-là en particulier. Cinquième point qui explique entre guillemets le fait que ça n'atteindra pas les résultats des crimes de Grindelwald, c'est tout simplement parce que le Wizarding World de J.K. Rowling refuse de se plier aux normes et aux règles de l'industrie du cinéma actuelle qui consiste à produire bien souvent des films sans scénario, sans idée, sans message et qui vont enchaîner des batailles, des effets spéciaux à très gros budget pour contenter le public. Aujourd'hui, c'est vrai que le public attend plus de batailles, plus de sexe, moins d'histoire, plus d'effets spéciaux, moins de choses entre guillemets intéressantes d'un point de vue narratif et d'un point de vue scénaristique. On est beaucoup plus entre guillemets presque à compter combien de personnes de telle ethnie sont présentes, est-ce que telle sexualité est bien représentée, etc. pour entre guillemets se dire que c'est un bon film, alors qu'un film ne se juge pas entre guillemets sur les acteurs ou sur la sexualité des acteurs ou sur des batailles. Un film se juge évidemment au scénario et à la qualité finalement de la réalisation. Et là aujourd'hui c'est vrai qu'on est un peu dans un impensé, c'est-à-dire qu'on peut faire un film par exemple comme Spider-Man No Way Home, mais n'y voyez pas de jugement de valeur. Nous sommes ultra fans de Marvel, on adore aller voir les films Marvel au cinéma, c'est voilà, nous ça nous plaît beaucoup parce qu'on trouve un certain nombre de choses qui nous intéressent, mais voilà, on va se parler très franchement, qu'un film comme Spider-Man No Way Home fasse presque 2 milliards de recettes au box-office n'a absolument aucun sens quand on regarde le scénario qui est d'une pauvreté intellectuelle absolument phénoménale, parce que concrètement, mis à part nous mettre 3 Spider-Man dont on voit pas véritablement bien ce qu'ils viennent foutre dans cette histoire, enfin concrètement il n'y a absolument rien, il n'y a pas le début du commencement d'une réflexion scénaristique dans ce Marvel là, ce qui n'est pas le cas dans d'autres, hein, attention, qu'on se comprenne bien, il y a d'autres Marvel qui sont beaucoup plus travaillés, mais là en l'occurrence c'était vraiment du fanservice, et aujourd'hui c'est vrai que les gens attendent du fanservice, veulent du fanservice, et on le voit bien qu'aujourd'hui dans la réalisation, on va se poser la question du nombre de batailles, du nombre de scènes de sexe, du nombre de scènes avec des effets spéciaux monumentaux, on va se poser véritablement toutes ces questions, et d'ailleurs même nous
nous, de manière inconsciente, alors qu'on est véritablement des fanatiques de cinéma, qu'on a presque 1000 Blu-ray à la maison et qu'on regarde vraiment des films quasiment à longueur de semaine et qu'on adore véritablement ça, bah c'est vrai que parfois, et même quand on est sorti des Secrets de Dumbledore, de manière inconsciente, on a trouvé les scènes de bataille un peu courtes. Pourquoi? Parce qu'on s'est habitué finalement à avoir, entre guillemets, des films où effectivement on avait des scènes de bataille qui duraient 13, 14, 15 minutes, voire 50 minutes pour la série Game of Thrones, où là effectivement on s'habituait à avoir des batailles très très longues, alors que dans les Secrets de Dumbledore, c'est vrai que les batailles sont très courtes, elles sont extrêmement intenses, mais vraiment très très courtes. Et ça, c'est tout simplement parce que J.K. Rowling ne veut pas se plier, entre guillemets, à ça aujourd'hui, et que donc forcément, au niveau du public, ça coince un petit peu parce que le public n'est plus habitué à aller voir des films où il faut réfléchir, où l'action peut être parfois un petit peu plus lente, où l'action peut être compliquée. Et c'est d'ailleurs un reproche qui a souvent été fait aux Animaux Fantastiques, c'est que souvent on a dit que le film était trop compliqué, que l'histoire était trop compliquée, que c'était pas assez clair, etc. C'est tout simplement aussi parce qu'on habitue les spectateurs en fait à voir des films où il n'y a pas de scénario, et que quand on échafaude finalement un scénario qui est un petit peu plus, on va dire, complexe que la norme habituelle à laquelle on est habitué sur du blockbusters, forcément ça crée évidemment un certain nombre de complexités, le public ne s'y retrouve pas, et quand le public ne s'y retrouve pas, ça donne évidemment malheureusement cette espèce de désamour entre guillemets, de désintérêt du public pour un film, alors que pourtant vous avez des très très beaux films qui effectivement n'ont pas de scène d'action, n'ont pas de scène de bataille, n'ont pas de scène de sexe, mais finalement ça se passe quand même très très bien. Alors ensuite, 6e point pour lequel ce film évidemment ne fera pas les résultats des Crimes de Grindelwald, c'est tout simplement parce que Les Animaux Fantastiques est une saga, et on le dit profondément et on vous l'a déjà dit dans un certain nombre de vidéos, c'est une saga qui n'est pas du tout respectée par une partie de la communauté des fans qui s'égosille à la moindre erreur ou à la moindre différence qui peut exister entre les films Harry Potter et les films des Animaux Fantastiques, parfois même sans se poser la question de savoir ce qu'il y a dans les livres Harry Potter. Les fans sont véritablement le problème de cette saga. On vous l'a déjà dit, on le redira toujours. N'oublions jamais que c'est eux qui ont demandé le départ de Depp en 2018, qui ont hurlé contre sa présence en 2019 dans le casting des Secrets de Dumbledore, et ce sont également les mêmes qui ont hurlé contre son départ en 2022 en appelant au boycott une nouvelle fois, mais pour le contraire de ce qu'ils avaient demandé la première. Donc il faut savoir aussi que voilà, quand une communauté de fans ne respecte pas un film, ça se voit malheureusement à l'extérieur, et les gens se disent, à partir du moment où ils croisent des fans de Harry Potter qui disent ah ouais non les Animaux Fantastiques c'est complètement nul, c'est pas aussi bien que Harry Potter, nanana, forcément évidemment ça donne pas aux gens envie d'aller voir le film, parce qu'il y a aussi dans la dimension de promotion d'un film le bouche à oreille, et le bouche à oreille ça compte énormément dans l'industrie du cinéma. Là en l'occurrence de bouche à oreille il ne peut pas y en avoir quand vous avez une partie de la communauté des fans qui se met à hurler en disant ah ouais c'est rempli d'incohérence parce que Minerva McGonagall elle était pas censée être là, c'est oui ok elle était pas censée être là, et alors est-ce que ça vient modifier l'histoire des Animaux Fantastiques, est-ce que ça vient modifier l'histoire de Harry Potter? Absolument pas, ça change 3 lignes de dialogue dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, pardon du terme, mais on s'en fout quoi, on s'en fout royalement. Enfin à un moment donné faut se dire honnêtement les choses, et quand la communauté de fans va entre guillemets donner une aussi mauvaise image que ça des films, forcément faut pas s'étonner que le résultat ne soit pas au rendez-vous à la fin. Enfin, 7e raison pour laquelle évidemment il y aura là un petit déficit, c'est tout simplement parce que la Warner Bros a aussi testé une date absolument inédite de sortie en visant la période de Pâques qui n'était peut-être pas la plus intéressante. C'est vrai que d'habitude ces films-là sortent en fin d'année, donc notamment pour les fêtes de Noël et de Thanksgiving aux États-Unis. Là, en l'occurrence, ils ont voulu les faire sortir au moment des fêtes de Pâques pour éviter la confrontation avec d'autres mastodontes qui arrivent sur le box-office au mois de juillet, donc notamment à Marvel, et puis surtout au mois de décembre Avatar, et puis surtout ils avaient un film qui coûte cher, ça coûte cher de garder des films qui sont déjà tournés et qui ne sont pas diffusés, donc du coup il fallait le diffuser parce qu'à un moment donné, il y a aussi des acteurs à payer, il y a des techniciens à payer, il y a finalement l'industrie du film derrière qu'il faut lancer, donc en l'occurrence ils ne pouvaient pas attendre plus, il faut savoir que encore une fois Les Secrets de Dumbledore a été un film qui a été véritablement victime du Covid-19 et victime de cette pandémie comme tout un tas d'autres films dans l'industrie du cinéma, et donc là en l'occurrence effectivement il fallait le sortir. Alors cette date de sortie de Pâques, a priori elle ne sera pas réutilisée pour les prochains volets, on se dirigerait plutôt vers des sorties effectivement à nouveau en fin d'année pour réussir à les phaser entre guillemets sur des périodes où effectivement les gens vont davantage au cinéma qu'aux vacances de Pâques, où effectivement les gens dans l'hémisphère sud continuent encore à sortir parce qu'il fait pas encore totalement froid, et les gens dans l'hémisphère nord commencent à sortir parce qu'il fait de moins en moins froid. Donc du coup c'est vrai que les gens, c'est pas la période à laquelle ils vont le plus au cinéma, donc forcément il y a eu un déficit véritable là pour le coup à cause de la date de sortie qui n'était absolument pas bien et qui n'était absolument
peut-être pas en phase entre guillemets avec le public qui est celui des Animaux Fantastiques et des Secrets de Dumbledore. Bref, là ce ne sont que 7 raisons et on pourrait en trouver beaucoup plus, mais du coup qu'est-ce qu'on va tirer entre guillemets de tout cela? Qu'est-ce qu'on prend comme enseignement, parce que c'est ça qui est intéressant, parce que évidemment les chiffres des Secrets de Dumbledore, tout auréolés de leurs 390 à 395 millions de dollars actuellement de recettes en termes d'exploitation pure et simple du film, c'est déjà bien, mais il faut évidemment en tirer des enseignements. Alors le premier enseignement, c'est le marché américain. Ce marché américain, il pose quand même furieusement problème. Et il pose problème pas depuis, entre guillemets, les Secrets de Dumbledore, ça posait déjà le problème au moment des Crimes de Grindelwald. C'est-à-dire que l'économie d'un film, aujourd'hui, telle qu'elle est conçue, c'est que globalement, il faut que les résultats à l'international soient à peu près à l'équilibre, globalement, avec les résultats qui sont faits donc sur le territoire des États-Unis d'Amérique. On vous explique. En fait, en réalité, quand vous faites un film et que vous voulez donc réussir à le faire sortir et à le faire surtout rentabiliser, il faut bien se rendre compte que la majorité, entre guillemets, des spectateurs, ils se trouvent en fait aux États-Unis. Parce que là-bas, l'industrie d'Hollywood, c'est une véritable industrie à part entière qui compte énormément. Et donc cette industrie, bah forcément, elle est obligée, entre guillemets, de fonctionner, de tourner. Donc vous avez des cinémas partout aux États-Unis, avec des services d'ailleurs qu'on ne voit absolument pas du tout en France. Vous pouvez dîner au cinéma, vous pouvez même finalement dormir presque au cinéma. Nous, en France, on a beaucoup de retard là-dessus. Et donc, généralement, pour la majorité des films, on s'aperçoit que finalement, le bon ratio, il se situe autour de 60% de recettes faites à l'international, 40% de recettes faites au niveau domestique, donc aux États-Unis. Ça, c'est toujours, entre guillemets, le truc important à savoir. Et là, en l'occurrence, pour les Secrets de Dumbledore, mais également pour les Crimes de Grindelwald, parce que c'est exactement la même chose, à 0,1% près, il faut savoir que 75% des recettes sont faites à l'international pour seulement 24% des recettes faites au niveau américain. Et ça, c'est un vrai sujet. C'est un véritable sujet, pourquoi? Parce que si le marché américain ne fonctionne pas, et bah forcément, quelque part, le film, il est déjà un petit peu déstabilisé. Et là, en l'occurrence, on s'aperçoit qu'en fait, le film a été déstabilisé par les États-Unis, où il a fait effectivement un petit peu moins à ce stade de 100 millions de dollars au box-office, ce qui reste assez correct compte tenu de la situation post-pandémie, mais ce qui reste quand même forcément pas très bon. Et là, en l'occurrence, si t'es monté, entre guillemets, à cet équilibre de 40%, on se serait situé aux alentours des 160 à 170 millions de dollars, et ce qui aurait donné évidemment tout de suite une autre vision du film, puisqu'on aurait approché quasiment les 500 millions de dollars, ce qui aurait été quand même plutôt positif. Et là, en l'occurrence, c'est vrai que c'est ça un petit peu qui a pêché. Alors, pourquoi les États-Unis, c'est un marché qui ne convient pas, entre guillemets, à la franchise des Animaux Fantastiques? Tout simplement parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, on a, entre guillemets, beaucoup de débats. Les Américains, c'est un peuple qui aime débattre, et c'est un peuple qui est soumis à des courants idéologiques extrêmement violents, qui vont grosso modo du Trumpisme jusqu'au wokisme. Et au milieu, il n'y a pas grand monde. Donc ça, c'est toujours un petit peu la difficulté. Donc soit on est très woke, soit on est très Trump, très républicain, très conservateur. Et donc forcément, quand on voit un film comme Les Secrets de Dumbledore qui arrive, ça pose des problèmes en fait aux deux côtés de l'échiquier politique. Pourquoi? Parce que les woke, d'un côté, disent qu'il faut appeler au boycott de J.K. Rowling. D'ailleurs, les woke, tout ce qu'ils peuvent boycotter, ils ont envie de boycotter. C'est très bien, ça fait moins de monde dans les salles de cinéma. Nous, ça nous va, surtout quand on peut éviter de les voir. Mais voilà, les woke qui sont toujours dans cette logique où de toute façon il faut boycotter tout ce qui ne leur convient pas, il n'y a pas assez d'acteurs noirs, vous pensez bien, le bus Dumbledore n'est pas noir, mon dieu c'est une horreur, c'est un crime raciste, etc. On déconne pas, on l'a vu sortir, très sincèrement. Voilà, il y a eu toute la polémique autour de J.K. Rowling, où là évidemment ça a posé entre guillemets un certain nombre de difficultés, également pour toutes ces communautés-là qui ont appelé au boycott du film, les communautés LGBT+, machin, etc. Là, ça a été aussi très compliqué pour la promotion de ce film, et de l'autre côté, vous avez la mouvance conservatrice qui n'est pas très aficionados, entre guillemets, de voir des personnages homosexuels être à l'écran et apparaître à l'écran. Et ça aussi, finalement, ça décourage. Pourquoi? Parce que vous avez un certain nombre de parents, par exemple, qui ne souhaitent pas, on peut critiquer cette raison-là, mais voilà, c'est le choix de chaque parent, qui ne souhaite pas emmener leurs enfants au cinéma pour voir des histoires liées effectivement à des personnages qui pourraient être homosexuels. C'est comme ça, c'est les États-Unis, il y a vraiment deux visions complètement antagonistes de la société qui s'affrontent. Et au milieu de tout ça, vous avez évidemment la question des pro-dep qui ont boycotté effectivement en réaction à son départ de la franchise des Animaux Fantastiques et qui représentent une part non négligeable effectivement des pertes qui ont été celles du film sur le territoire américain. Donc ça, il faut quand même véritablement le prendre en considération, c'est qu'il y a un vrai sujet avec le marché américain. Alors, il y a aussi un sujet qui est scénaristique vis-à-vis du marché américain. C'est tout simplement parce que l'histoire, entre guillemets, c'est une histoire finalement qui est très européenne. C'est pas une histoire qui leur parle. Alors, ils ont essayé avec le premier volet, c'est pour ça d'ailleurs qu'il avait très bien fonctionné, de les emmener aux États-Unis, de les plonger finalement
finalement dans une culture qu'ils connaissent, qu'ils reconnaissent et qu'ils apprécient. Mais en l'occurrence, c'est vrai que les crimes de Grindelwald sont venus un peu effacer ce côté américain pour retourner sur un côté très européen, un côté très très français, où bah, finalement les personnages américains ont un petit peu disparu, ou en tout cas leur identité américaine a été un petit peu diluée. Et ça, c'était un peu la complexité. Et pour ça, ils ont trouvé la parade qui était celle de ramener Eulalie X, qui elle pour le coup est une américaine pur jus, en plus afro-américaine, donc comme ça plaît à tout le monde et il n'y a pas de difficulté sur le sujet, et qui effectivement a essayé de ramener ce côté très Ilvermorny, très États-Unis d'Amérique dans entre guillemets les secrets de Dumbledore. Mais ça n'a pas suffi, et donc là il va falloir se poser entre guillemets les bonnes questions de savoir comment entre guillemets renouer le lien avec un marché américain qui est soumis à la fois à ces courants idéologiques qui sont excessivement violents, bien plus violents que ce n'est le cas en France, sachant qu'en plus aux États-Unis généralement ces courants idéologiques sont quand même très passagers, hein. C'est même pas une décennie un courant idéologique aux États-Unis, ensuite il change, donc on peut imaginer que là va y avoir encore un petit peu on va de marée autour du bateau, mais il va falloir entre guillemets aussi réfléchir effectivement à surpasser aussi tous ces appels au boycott et peut-être retrouver une voie de dialogue finalement avec le cœur des Américains, et ça reste entre guillemets vraiment un point à travailler. Alors deuxième enseignement de tous ces chiffres et de cette situation, c'est que le marché international reste pour le coup très solide et même surprenant parfois. Alors on sait que le marché international c'est un peu comme le marché américain, on est soumis sensiblement aux mêmes péripéties liées à la pandémie, même si on peut enlever, il faut enlever le côté idéologique dans la majorité des pays. Mais en l'occurrence on se retrouve quand même effectivement avec des résultats qui ont été parfois très bons, qui ont été un peu en demi-teinte par rapport au crime de Grindelwald, mais encore une fois le monde a totalement changé et l'exploitation des films et la consommation des films n'est absolument plus la même et ne sera d'ailleurs probablement plus jamais la même que ce qu'on a connu avant la pandémie. Mais il y a eu quand même des résultats qui ont été extrêmement bons. Par exemple en Allemagne, où effectivement en Allemagne le film a amassé près de 30 millions de dollars, ce qui est quand même très bien. En France le film a aussi très bien fonctionné, mais nous y reviendrons juste après. Au Japon, le film a même dépassé Spider-Man No Way Home, hein. Ça a dit quand même beaucoup sur l'attachement de la communauté japonaise vis-à-vis entre guillemets de Wizarding World et de Harry Potter. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont eu droit à des tas de trucs sympas en avant-première sur les secrets de Dumbledore. Mais véritablement ils ont fait un accueil au film qui a été assez extraordinaire. En Australie le film a très bien fonctionné aussi, et au Brésil les chiffres semblent particulièrement bons, même s'il faut encore attendre un certain nombre de remontées comme on vous le disait précédemment. Mais en Europe en tout cas le film est resté absolument très solide, hein, et il n'y a pas eu de difficultés particulières, notamment sur les trois gros marchés du cinéma européen que sont la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, où là le film s'est quand même plutôt bien maintenu et sur un niveau post-Covid assez satisfaisant, voire même très satisfaisant, mais ça nous y reviendrons. Alors en France, et ça c'est le troisième enseignement, c'est que évidemment les Français aiment la franchise du Wizarding World, puisque nous sommes actuellement à un peu plus de 2,7 millions de spectateurs, ce qui place mine de rien les Animaux Fantastiques à la troisième place du classement et devrait atteindre sensiblement le même résultat que Batman en fin d'exploitation, aux alentours de 3 millions de spectateurs. Doctor Strange évidemment a pris assez logiquement la tête du box-office et va continuer à l'occuper d'ici quelques semaines, puisque là actuellement ils sont un tout petit peu derrière les Animaux Fantastiques, les Secrets de Dumbledore, mais ça va évidemment dépasser un tout petit peu, même si Doctor Strange, bah, mine de rien, là est à 2 500 000 et a un peu de mal à aller au-delà du fait que effectivement les gens se sont précipités au cinéma pour le voir, et ensuite évidemment les chiffres de Marvel progressent moins rapidement que le reste des autres films, puisque évidemment le grand principe c'est de ne pas se faire spoiler le film, donc les gens courent dans les salles de cinéma. Et donc si on continue finalement à tabler sur cette prévision de 3 millions de spectateurs pour la France, cela mettrait quand même par comparaison avec 2021 le film à une quasi-égalité avec Dune, encore une fois grand succès, et même avec le film d'animation de Disney, Encanto, et donc se situerait à peu près au niveau de la troisième place du box-office 2021, ce qui reste quand même un très bon chiffre, sachant qu'on vous parle du box-office 2021 une fois que les cinémas ont réouvert et n'ont pas refermé. Donc ça c'était évidemment quelque chose d'assez important. Notons d'ailleurs que les niveaux de fin 2021 en France où il y avait le pass sanitaire et les niveaux de début 2022 sont exactement les mêmes, c'est-à-dire que les gens ne retournent pas plus au cinéma depuis l'abolition du pass sanitaire. Là pour le coup il n'y a pas eu de modification structurelle, on est toujours à peu près sur une perte de 40 à 60% de spectateurs dans les salles en termes d'exploitation par rapport au niveau pré-Covid-19. Bref, en tout cas d'un point de vue de la rentabilité du film, et ça c'est le quatrième enseignement, c'est que si le film atteint les 400 à 415 millions de dollars de recettes en exploitation, on aura un film, un niveau post-pandémie tout à fait acceptable. Et si on le compare encore une fois avec les chiffres du box-office 2021, le film se classerait entre guillemets à la 6e marche du podium du box-office mondial, en sortant évidemment
évidemment les films chinois qui sortent uniquement en Chine et qui là font de très très gros résultats, mais ça, là pour le coup, ils ne sortent pas à l'international, donc on peut pas véritablement les intégrer. Mais en comparaison, par exemple, Les Secrets de Dumbledore feront mieux que Eternals de Marvel, qui était quand même un film qui réunissait au casting Angelina Jolie, rappelons-le. Ça ferait mieux que Dune, ça ferait mieux même que Black Widow avec Scarlett Johansson, ça ferait mieux que Free Guy avec Ryan Gosling, ou encore mieux que Cruella de Vil de Disney, et même Matrix Resurrections, par exemple. Bon, c'est vrai que Matrix Resurrections, vaut mieux oublier ce film, qui est une catastrophe quand on y pense. C'est la Warner, désolé pour la Warner s'ils nous écoutent, mais c'est vrai que ce film était absolument une catastrophe. Mais en tout cas, voilà, on est très très loin de la catastrophe industrielle en termes de résultats. En niveau post-pandémie, franchement, ça va tout à fait. Alors après, encore une fois, on nous dira, bah oui, mais Spider-Man No Way Home, ah bah oui, mais Doctor Strange, Madness of the Multiverse, là, machin et tout. Bah oui, mais c'est Marvel, encore une fois, et c'est différent pour toutes les raisons qu'on vous a expliquées précédemment. Bref, d'un point de vue de la rentabilité, en tout cas, il n'y a pas véritablement de sujet. Pour la Warner Bros, et c'est important, ça c'est le 5e enseignement, c'est son 3e plus gros succès depuis 2021, derrière Batman et Godzilla. En 2022, il s'agirait même de son 2e plus gros succès, et à ce stade, on voit d'ailleurs difficilement un autre film passer devant suite au décalage d'Aquaman en mars 2023. Donc pour la Warner, ça demeure donc une très très bonne performance puisque ce sera le 2e film à avoir le mieux fonctionné probablement sur l'année 2022 produit par ces studios. Donc là-dessus aussi c'est une donnée importante, c'est-à-dire que si entre guillemets par rapport à d'autres studios on a le sentiment effectivement que le résultat peut être en demi-teinte, pour la Warner Bros ça reste quand même un très très bon résultat et il faut quand même l'avoir en tête. Au box-office mondial, l'année 2022, on le savait, elle est très chargée en termes de sortie, puisqu'il y a évidemment encore tout un tas de films qui vont sortir. Là, il y a déjà eu Batman, il y a eu Doctor Strange, il y a eu Spider-Man No Way Home qui est sorti à cheval sur 2021 et 2022. Donc on savait qu'il y allait encore avoir d'autres films, comme le prochain Thor, Avatar 2, Jurassic World 3, bref, de très très gros mastodontes. Mais à ce stade-là, et si Les Animaux Fantastiques 3 se maintient et avec l'exploitation chinoise continue à grappiller entre guillemets des millions de dollars à droite à gauche, et ben on peut dire que effectivement ce film sera suffisamment solide pour rester dans le top 10 du box-office mondial, ce qui là aussi est une donnée économique quand même très importante à prendre en considération. Et évidemment, on dit ça dans l'absolu en imaginant évidemment qu'on ne se retape pas une nouvelle vague de Covid avec des fermetures de cinéma, etc. Mais là, en l'occurrence, c'est vrai que ça reste quelque chose finalement d'assez sympathique et sur lesquels il va y avoir un résultat qui sera positif parce que si le film est quand même dans le top 10 du box-office, ça va être très difficile à la Gazette du Sorcier et à tous les autres zozos qui adorent taper sur J.K. Rowling de venir nous dire que ça a été un échec absolument monumental et ça là-dessus il faut quand même évidemment bien s'en rendre compte. Enfin, dernier enseignement entre guillemets à en tirer, c'est évidemment que pour faire une analyse précise et complète, il faudra attendre la fin de l'exploitation chinoise qui en est encore assez balbutiement et où on peut espérer de très très bonnes surprises dans les prochains mois. Encore une fois, aujourd'hui, la majorité des cinémas et des lieux d'attraction collectifs n'ont pas encore réouvert en Chine, donc il faudra attendre la fin de l'exploitation qui est maintenant située au 7 septembre et qui sera peut-être entre guillemets encore décalée par la Warner pour se faire une idée absolument précise du résultat en Chine. À ce stade, il a fait plutôt, on va dire, un bon chiffre pour ce qui est du marché chinois dans cette période puisqu'il a réuni déjà à peu près 27 millions de dollars et il devrait évidemment doubler à minima la mise, ce qui évidemment viendrait donner un grand coup de pouce entre guillemets à la Warner Bros pour faire en sorte que ce film soit évidemment maximisé en termes de résultats d'exploitation au box-office. Alors, partant de ces 7 enseignements, entre guillemets, quel est l'avenir de la franchise? Là aussi, on a plusieurs possibilités et surtout, on vous a sélectionné un certain nombre, entre guillemets, de points qu'il faut quand même avoir à l'esprit quand on parle évidemment des Animaux Fantastiques, des résultats des Secrets de Dumbledore et des suites qui vont arriver. À ce stade, et ça c'est le premier enseignement, il n'y a absolument aucune raison économique, et on dit bien aucune raison économique d'annuler les 2 prochains volets. Pour la simple et bonne raison que si le film n'était pas rentable, on pourrait se poser la question. Or, le film est rentable déjà sur l'exploitation, à laquelle il faudra rajouter évidemment la question de la VOD, la question des Blu-ray, la question également de la diffusion et des droits de diffusion au cinéma, mais aussi tout le côté merchandising, ce qui fait qu'en réalité, le film devrait quand même ramener bien plus de 400 millions de dollars, et finalement, ça devrait quand même être un joli succès. Donc, quand on vous dit qu'il n'y a aucune raison économique d'annuler, c'est tout simplement parce que dans une période post-Covid-19, ce résultat de 400 millions au box-office reste quand même quelque chose d'assez intéressant et qui permet évidemment d'imaginer la suite sans très très grande difficulté. D'ailleurs, la Warner Bros, même s'il pouvait se poser des questions entre guillemets sur la rentabilité économique des 2 prochains volets, pourrait également faire le choix, comme ils l'ont fait pour Harry Potter et les Reliques de la Mort partie 1
et partie 2, c'est-à-dire tourner entre guillemets les Animaux Fantastiques 4 et 5 en même temps. Tout simplement parce qu'en fait quand vous tournez les deux films en même temps, vous réduisez de manière assez extraordinaire les coûts de production, c'est-à-dire qu'au lieu par exemple de dépenser 200 millions de dollars pour chacun des films, c'est-à-dire les Animaux Fantastiques 4 et les Animaux Fantastiques 5, on pourrait produire les deux pour environ 300 millions de dollars au lieu de 400, donc l'économie est substantielle, ce qui améliore la rentabilité économique à un moment ou à un autre du film, donc dans son exploitation au niveau du box-office. Donc ça reste véritablement quelque chose d'assez intelligent, d'assez pertinent de pouvoir éventuellement réaliser les deux volets à la suite, à voir après si J.K. Rowling évidemment on aura envie. Ça reste évidemment une toute autre question à laquelle nous n'avons à ce stade pas la réponse. Deuxième enseignement, c'est que les Animaux Fantastiques restent une franchise du cinéma qui demeure pour le moins solide et compte quand même une véritable communauté de fans, d'où des démarrages qui ont été records un petit peu partout dans le monde, même si ça ne s'est pas poursuivi par la suite, mais on est encore une fois dans un contexte de pandémie. Alors la communauté de fans, c'est vraiment quelque chose de très particulier entre guillemets à Harry Potter et aux Animaux Fantastiques, c'est que c'est à la fois son meilleur atout, mais c'est également, il faut le reconnaître, son plus grand défaut. Alors c'est son plus grand atout parce que c'est vrai que c'est une communauté comme vous qui écoutez ces vidéos, qui les likez, qui venez les commenter, qui avaient envie de découvrir du contenu, qui avaient envie d'en savoir plus sur le monde magique, qui êtes des gens curieux, intelligents et tout. Et puis de l'autre côté il y a évidemment tous ceux qui sont là à râler et qui en fait ne sont pas véritablement des fans, et vous avez été beaucoup à le soulever dans les commentaires sur notre vidéo concernant le vrai problème des Animaux Fantastiques, où effectivement est-ce qu'on peut véritablement se dire fan quand on a une haine aussi particulière entre guillemets des Animaux Fantastiques, de J.K. Rowling, de Harry Potter à l'enfant maudit, et même plus globalement en fait finalement une haine de tout, puisque c'est à cela que ça se résume là-dessus. Et c'est vrai qu'on est un petit peu perplexe et que certains de vos raisonnements dans les commentaires étaient tout à fait justes et auxquels on a souscrit absolument à 100%. Donc là en l'occurrence c'est vrai qu'on a quand même une communauté de fans qui reste attachée aux Animaux Fantastiques, et cette communauté de fans, évidemment elle a envie d'en découvrir plus, elle a envie d'aller à la fin de l'histoire et jusqu'à la fin de l'histoire. On peut même imaginer d'ailleurs que quand les gens verront, parce que même ceux qui disaient on va boycotter machin etc, bon on va pas se mentir, il y en a qui sont quand même allés au cinéma et puis surtout ils vont le voir en VOD ou en Blu-ray à un moment ou à un autre, et ils vont voir la prestation de Mads Mikkelsen et ils vont comprendre que effectivement pourquoi pas, et ça colle, et surtout ils vont avoir envie finalement de connaître la suite. Nous on a vraiment envie de connaître la suite des Animaux Fantastiques et on n'a pas envie de s'arrêter là, et donc quand on est véritablement fan et ou s'il reste entre guillemets une petite parcelle entre guillemets d'attachement au Wizarding World, forcément on a quand même envie de savoir la suite. Donc peut-être que ces histoires de boycott pourront se régler si les fans deviennent un jour ou l'autre un peu plus intelligents qu'ils ne le sont actuellement, vous l'aurez compris. Troisième enseignement, c'est que David Yates, les acteurs et le PDG de la Warner Bros se sont tous montrés rassurants sur l'avenir de la franchise et plus largement d'ailleurs sur le Wizarding World. On sait que de nombreux projets sont en cours, on vous en parlait également dans une dernière vidéo où le PDG de la Warner justement expliquait qu'il y allait avoir une rencontre avec J.K. Rowling pour parler de futurs projets et pas seulement des Animaux Fantastiques, ça va bien au-delà. On parle de contenu sur HBO Max et on parle aussi probablement pourquoi pas de nouveaux contenus dans les parcs d'attractions ou également sur d'autres plateformes, c'est tout à fait une possibilité. Donc là-dessus il y a des échanges qui vont être en cours, qui concerneront peut-être aussi le développement pourquoi pas de Harry Potter et l'enfant maudit. Donc il y a encore tout un tas de choses. Et concernant la simple question des Animaux Fantastiques 4 et 5, on a pu, entre guillemets, nous on échanger avec Victoria Yeats, donc on ne vous dira pas exactement ce qu'elle nous a dit, mais on va dire que c'est beaucoup plus positif que ce que beaucoup de gens disent sur les réseaux sociaux et dans les médias. Et on va s'en tenir à la déclaration de Mads Mikkelsen, qui est sensiblement d'ailleurs la même que nous a faite Victoria Yeats, à peu de choses près, avec quelques détails en moins. En résumé, Mads Mikkelsen, il dit écoutez, il y a 5 scripts qui sont prévus, donc 5 scripts, donc 5 films, faites vos maths correctement et vous verrez ce que ça donne. Donc pour l'instant, les acteurs, ils sont vraiment entre guillemets dans cette logique où il va y avoir 5 films, où ils ont tous envie de faire 5 films. Jude Law l'a dit également, Mads Mikkelsen l'a dit, la Warner semble en avoir à ce stade tout à fait l'envie. Maintenant reste l'interrogation évidemment de J.K. Rowling, si elle a envie de continuer avec une partie du casting qui franchement a eu des propos absolument dégueulasses à son encontre. On pense notamment à l'interprète de Tina Goldstein ou à Eddie Redmayne qui aurait mieux fait de garder leur langue dans leur poche au lieu de déblatérer des conneries dans les médias. Mais globalement, a priori, tout le monde a envie que ça se fasse. Donc si tout le monde a envie, il reste plus qu'à trouver la place dans les agendas. Une fois que la place dans les agendas des acteurs et du réalisateur seront trouvées, à ce moment-là, on avant-marche et on y va. Donc là, pour le coup, on n'a franchement pas trop d'inquiétude. Et là-dessus, ça devrait quand même se réaliser. Encore une fois, on a un peu de mal à imaginer que Mads Mikkelsen irait faire des confessions dans une masterclass diffusée en direct sur tous les médias de la planète dans le cadre du Festival de Cannes, qui est quand même l'un des événements cinématographiques de l'année et peut-être
peut-être l'événement cinématographique le plus regardé, on a du mal à imaginer qu'il irait faire ces déclarations-là s'il n'y avait pas effectivement un certain nombre d'embryons, on va dire, de réflexion autour de ce que sera le 4e et le 5e film. Là, en l'occurrence, tout le monde en a envie, tout le monde attend cette décision de la Warner et de J.K. Rowling, donc on attend, et une fois qu'on a le résultat de cette attente, on y va et on avance. 4e chose à retenir, c'est évidemment que l'exploitation d'un film comme Les Secrets de Dumbledore, c'est une exploitation qui est beaucoup plus large que la simple question des recettes des entrées dans les cinémas. Il faudra rajouter, on n'arrête pas de vous le dire, les produits dérivés qui généralement représentent un bénéfice estimé aux alentours de 400 à 500 millions de dollars en fourchette haute. Là, même si on se plaçait sur une fourchette basse aux alentours des 250 millions de dollars de recettes, déjà en soi c'est titanesque. Alors en plus, on va rajouter évidemment les ventes sur les plateformes de streaming, les ventes sur les plateformes de vidéo à la demande, les diffusions, la sortie des Blu-ray, la sortie des DVD qui rentrent aussi donc dans ces comptes d'exploitation. Et au final, quand on ajoute tous ces chiffres-là les uns après les autres, on s'aperçoit que le film devrait donc se rapprocher, in fine, entre guillemets, à la louche des 600 à 700 millions de dollars de recettes minimum. Et on dit bien minimum, soit un film à rentabilité quand même assez forte, hein, puisqu'il serait rentabilisé à minima à 3 reprises, qui demeure plus qu'acceptable dans un contexte post-pandémique, et surtout ce qui diffère entre guillemets des autres films. Parce que par exemple, quand vous voyez un film comme Batman sortir, Batman derrière, vous n'avez pas de merchandising, ou très peu, très très peu. Vous allez avoir quelques t-shirts et puis ça va vite s'arrêter là. Donc ça ne rapporte pas grand chose. Quand vous voyez un film, par exemple comme Doctor Strange, Madness in the Multiverse ou Multiverse in the Madness, on sait plus du tout. Quelque part, là aussi, on a finalement assez peu de merchandising derrière. On en a un petit peu pour les collectionneurs, mais enfin, franchement, on n'est pas du tout sur les mêmes niveaux que Harry Potter. Hein. Faut savoir que Harry Potter, aujourd'hui, vous avez quasiment une boutique qui ouvre toutes les semaines en France, et c'est pareil dans tous les pays du monde. Concrètement, voilà, c'est un marché en termes de merchandising qui est absolument inépuisable. Et là, en l'occurrence, on sait que certains produits sont particulièrement attendus, comme la baguette d'Aurelius Dumbledore, comme celle de Jacob Kowalski, comme celle de Lally Hicks, et que d'autres objets de merchandising devraient arriver une fois que les questions de matières premières, etc. seront réglées. C'est pareil sur les livres. Il va y avoir aussi un bénéfice qui va être fait, évidemment, sur le script Les Secrets de Dumbledore, une fois qu'il sera sorti en anglais, une fois qu'il sera sorti en français. Donc là aussi, ça va engranger un certain nombre de bénéfices, et ces bénéfices qui vont être engrangés, évidemment, servent à l'exploitation des films. Et ça, pour le coup, c'est vrai que ça n'existe nulle part ailleurs à ce stade, mis à part sur la question de Star Wars. Mais vous aurez remarqué que ça fait un petit moment maintenant qu'on n'a pas découvert de nouveaux films Star Wars au cinéma, et qu'il va falloir a priori attendre fin 2023 pour retrouver ces personnages-là, et donc retrouver peut-être du merchandising derrière qui viendra nourrir aussi les comptes d'exploitation. Mais c'est vrai que là-dessus, Harry Potter et les Animaux Fantastiques, c'est une franchise à part entière, et dont les résultats d'exploitation ne peuvent se regarder entre guillemets qu'à la lumière finalement de ce que le merchandising rapporte, y compris d'ailleurs le merchandising de Harry Potter, qui forcément dans ces périodes où il y a une très grosse promotion avec des nouveaux objets qui apparaissent, évidemment ça entraîne derrière aussi une augmentation des ventes sur tout ce qui concerne Harry Potter dans les boutiques, sur les sites internet, etc. etc. Donc là aussi, encore une fois, il faut vraiment regarder finalement en global ce que font les résultats, et non pas simplement en termes d'exploitation dans les salles, parce que évidemment si on fait ça, on part déjà avec une donnée qui est complètement faussée. Et là, si on arrivait avec un film à 600 ou 700 millions de dollars de recettes, là pour le coup ça resterait quand même vraiment un très beau succès. Ensuite, évidemment, nous ce qu'on pense, c'est que l'histoire développée par J.K. Rowling mérite bien plus que 3 épisodes. Évidemment, il faut aller jusqu'au 5e épisode, ça là-dessus on n'a absolument aucun doute. On a encore beaucoup de choses à découvrir, on a encore beaucoup de choses à expliquer, et cette merveilleuse femme a encore beaucoup d'idées pour nous faire rêver. Et nous, ce qu'on veut, c'est aller au bout effectivement de cette saga. On veut découvrir aussi le duel entre Albus Dumbledore et Gellert Grindelwald, surtout avec deux acteurs aussi formidables que sont Jude Law et Mads Mikkelsen. On a vraiment envie de découvrir ce que ces deux acteurs ont encore à nous apporter. On a envie de voir effectivement ce monde entre guillemets qui se prépare à affronter la Seconde Guerre mondiale à nous apporter, et quel est l'apport aussi du monde magique dans cette histoire-là. On a envie de découvrir le destin aussi de personnages aussi extraordinaires que celui de Lally Hicks ou que celui de Jacob Kowalski, pourquoi pas. On a vraiment envie, si vous voulez, de redécouvrir et de réentendre aussi parler de personnages comme Nagini, comme Nicolas Flamel, pourquoi pas comme Lethal Strange aussi, dont vous savez que nous avons un attachement très particulier, et que nous sommes presque dans une négation d'ailleurs de sa propre mort, mais bon, ça reste encore un autre problème, et vous inquiétez pas, on en parlera à notre psy. Mais en l'occurrence, non, on a véritablement envie, entre guillemets, de continuer à découvrir tout ce que J.K. Rowling peut apporter au monde magique, et tout ce qu'elle peut finalement nous montrer comme création, comme merveille. On est toujours émerveillé de voir ce dont elle est capable, y compris avec ses créatures fantastiques. Donc vraiment, il y a beaucoup de choses, entre guillemets, qu'on attend encore de découvrir véritablement dans les prochains volets des Secrets de Dumbledore. D'ailleurs, il y a une rumeur qui faisait
faisait état, et on en a entendu parler récemment, qu'en réalité, c'était peut-être pas 5 films, mais 6 films qui étaient prévus, puisque le dernier pourrait se dérouler en 2 parties, à l'instar de ce qui avait été fait pour Harry Potter. Bon, en l'occurrence, on pense que ça restera à 5 films et non pas 6. Mais si ça pouvait aller jusqu'à 6, nous, on achète directement, évidemment, sans aucune difficulté. Mais ça restera évidemment à confirmer. Ensuite, il faut quand même se souvenir qu'il y a aujourd'hui des franchises qui sont moins lucratives que les franchises des Animaux Fantastiques et d'Harry Potter qui continuent encore d'exister et d'avoir des suites dans une ère qui est post-pandémique. C'est le cas effectivement avec Uncharted dont on vous parlait, qui va être diffusé donc sur un 2e épisode. C'est le cas également avec Dune, qui a droit à une série télévisée, qui a droit également à un 2e épisode qui sera réalisé par Denis Villeneuve. Donc bon, si vous voulez, aujourd'hui vous avez des tas de franchises qui ne fonctionnent plus et sur lesquelles finalement on se pose pas trop de questions. Il y a même encore des gens qui pensent que Matrix 5 va arriver. Là on prie clairement que non, alors que le film a été un échec mais absolument monumental au box-office et que le film n'a pas du tout été rentabilisé là pour dans le contexte. Donc du coup, finalement aujourd'hui vous avez des tas de films finalement qui ont droit à des suites alors qu'ils sont beaucoup moins rentables. Donc on ne voit pas pourquoi et au nom de quoi finalement les Animaux Fantastiques n'auraient pas droit à cette suite. Là-dessus, ça nous semble évidemment quand même quelque chose d'assez clair et d'assez carré. Mais nous aussi, ce qu'on veut faire passer, c'est qu'il va falloir qu'il y ait un travail qui soit fait au niveau des fans. Il va falloir que ce soit en fait les fans qui montrent que le monde magique a encore son mot à dire face aux tendances actuelles d'un monde cinématographique qui fait le choix de la facilité scénaristique, du fanservice, on va dire, à outrance, et qui fait aussi le choix finalement de répondre à des critères qui n'ont rien à faire finalement dans le monde du cinéma. Le monde du cinéma, c'est fait pour nous faire rêver, c'est fait pour nous faire voyager, ce n'est pas fait pour représenter entre guillemets la société actuelle telle que nous la voulons, telle que nous la percevons, ou telle qu'on voudrait l'imaginer. Le monde du cinéma, c'est quelque chose, justement, c'est une porte qui nous emmène vers d'autres univers, qui nous transportent dans d'autres réalités que la réalité que nous connaissons au quotidien. Alors qu'elle puisse s'en inspirer, c'est une chose, mais là en l'occurrence c'est vrai que nous, ça nous dérange un petit peu ce mouvement très habituel qu'il y a à Hollywood de vouloir représenter telle ou telle communauté à chaque fois avec effectivement des algorithmes qui sont en train de tourner sur les différents scénarios des films pour savoir si le film est acceptable au niveau de l'opinion publique ou pas et quelle communauté mériterait d'être plus représentée qu'une autre. Tout ça est quand même assez malsain quand on y réfléchit et ne correspond absolument pas à notre vision qui est celle d'un monde cinématographique. On n'a vraiment pas besoin de ça et très sincèrement on préfère voir des scénarios qui sont complexes, qui sont construits plutôt que de voir des scénarios effectivement qui se basent sur des algorithmes où il faut tant de scènes de sexe, tant de scènes de bataille, tant de scènes de ceci ou de cela. Ça ne nous intéresse absolument pas. Nous, ce qu'on veut voir évidemment, c'est une logique créative derrière, c'est une logique narrative aussi, ce que J.K. Rowling sait parfaitement faire. Le texte du script n'est pas toujours exempt évidemment de défauts, parfois il y a des petites longueurs, parfois il y a des petits défauts, mais ça arrive et aujourd'hui on cherche toujours le film parfait. À titre personnel, nous ne l'avons absolument pas trouvé et comme c'est un sujet qui est très subjectif, de toute façon personne ne trouvera jamais le film parfait en termes de réalisation, en termes de contenu, personne ne réussira jamais à se mettre d'accord. Certains trouveront que le 2001 Odyssée de l'espace de Kubrick est un monument du cinéma et d'autres se diront qu'ils n'ont rien compris au film et que ça les emmerde profondément. C'est comme ça, c'est la vie, c'est subjectif forcément parce que c'est un avis. Enfin, dernière chose, c'est qu'évidemment il va falloir trouver une solution pour entre guillemets amener les Américains à se réintéresser à cette saga, à aimer cette saga, et là pour le coup c'est peut-être l'un des plus gros enjeux pour la Warner Bros, c'est évidemment de trouver entre guillemets la clé de ce raisonnement et comment réussir à faire. Alors peut-être que l'Ali X est le bon véhicule, c'est possible, nous on pense que c'est un véhicule en tout cas qui est intéressant et qui pourrait effectivement permettre effectivement de ramener le marché américain sur cette franchise là. On se demande même pourquoi pas d'ailleurs développer une série HBO Max qui serait un peu une origin story sur le personnage interprété par Jessica Williams au sujet de l'Ali X. Peut-être qu'on en parlera dans une vidéo, il y aurait en tout cas un intérêt assez monumental à le faire et peut-être que ça permettrait effectivement aux Américains de se réintéresser effectivement à la question des animaux fantastiques et peut-être de mieux l'apercevoir et donc effectivement de retourner au cinéma pour voir les prochains volets, parce que là c'est vrai que quand on regarde les chiffres qui au demeurant en contexte post-pandémique sont quand même plutôt pas mauvais, il y a quand même malheureusement la question des États-Unis qui pose question et ça évidemment c'est une petite difficulté. Voilà, donc grosso modo ce qu'on pouvait vous dire, et on a fait une vidéo qui est très très longue, on est désolé mais il fallait véritablement qu'on fasse l'effort pour vous de faire une vidéo où on avait beaucoup de choses à vous dire pour rétablir entre guillemets la vérité sur les faits et la vérité donc sur les chiffres des secrets de Dumbledore. C'était
pour nous très important de remettre les choses en perspective et on le fera à nouveau si nécessaire. Hein. Là, en l'occurrence, l'exploitation du film touche quand même globalement sur sa fin si on enlève le marché chinois, donc on va rester sur le même ordre d'idée en termes de chiffres. Il ne devrait pas y avoir de modifications absolument substantielles, mais voilà, on voulait vraiment en parler avec vous pour remettre entre guillemets à leur place tous ces espèces de sites internet qui prétendent que c'est une catastrophe, que c'est la Bérésina, que le film ne fonctionne pas, qu'il faut tout arrêter, qu'il faut tout annuler. Enfin, tout ça, c'est absolument insupportable parce que c'est vraiment des journalistes qui ne connaissent absolument rien. D'ailleurs, c'est même pas des journalistes, les trois quarts du temps, ce sont des stagiaires. Ils ne connaissent absolument rien au box-office. Ils ne connaissent absolument rien à l'industrie même du cinéma qui, évidemment, vit la période peut-être la plus dure de son histoire depuis des décennies avec cette crise du Covid-19 qui finalement a vidé les salles de cinéma. Hein. Souvenez-vous que voilà, les salles et les exploitants de cinéma sont aujourd'hui dans une situation pour le coup qui est extrêmement compliquée par rapport à leur rentabilité et à leur soutien économique et financier. Hein. Sans soutien aujourd'hui des pouvoirs publics dans la majorité des pays, les salles de cinéma auraient fermé et seraient restées fermées après la pandémie. En l'occurrence, il y a eu véritablement un effort qui a été fait pour essayer de maintenir cette industrie à flot, qui aujourd'hui souffre et donc se transforme. Et donc évidemment, une industrie qui se transforme, c'est une industrie évidemment qui se pose des questions. Mais en tout cas, là en l'occurrence, on est très très loin de la catastrophe qui est annoncée un petit peu partout. On ne va pas dire non plus que ce sont des très très bons résultats, mais ça reste de bons résultats dans le contexte post-pandémie de Covid-19 que nous connaissons. Là-dessus, il faut être honnête, il faut pouvoir le dire, et il ne faut pas céder finalement aux sirènes de l'apocalypse, où finalement tous ces gens-là, tout ce qu'ils souhaitent, c'est uniquement mettre fin, entre guillemets, à J.K. Rowling, mettre fin au Wizarding World, et finalement aussi se délecter, entre guillemets, de cette fin présumée du monde magique de J.K. Rowling et de la manière dont elle a conçu son monde. Ça, c'est vraiment une mouvance intellectuelle que nous combattons de manière très claire. On n'a pas envie de ça. Nous, on a envie de découvrir encore des histoires qui vont nous faire rêver, des histoires qui vont nous faire frémir, des histoires qui vont nous faire pleurer de rire aussi, pourquoi pas. Mais on a véritablement envie de continuer à pouvoir rêver dans ce monde magique et à continuer finalement à découvrir tout ce que J.K. Rowling a à nous apporter. Dieu sait qu'elle a des choses encore à nous apporter. Donc, encore une fois, ne vous laissez pas avoir par les quantités d'articles putaclic ou les quantités d'influenceurs ou de pseudo-sites spécialisés qui ne veulent qu'une seule chose en réalité, c'est mettre fin au Wizarding World. Ne vous laissez pas avoir par des titres aguicheurs. Non, les secrets de Dumbledore ne sont pas une catastrophe. Non, ce n'est pas un désastre. Non, ce n'est pas une catastrophe industrielle. On en est très 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 loin. Ou alors, il faudra évidemment expliquer que Dune est une catastrophe industrielle également, puisque les résultats sont sensiblement les mêmes. Et à titre personnel, c'était important de prendre la comparaison de Dune, dont on a parlé pendant des mois et des mois, pour justement expliquer que finalement les résultats n'étaient pas si bons que ça, entre guillemets, et qu'en tout cas ils étaient dans la norme de ce qu'on peut attendre d'un film en post-pandémie. Encore une fois, il ne faut pas comparer non plus l'incomparable. Les secrets de Dumbledore, ce n'est pas Marvel, ce n'est pas Spider-Man No Way Home, ce n'est pas Doctor Strange où on a appâté entre guillemets le client en disant qu'il y aurait 50, 60, 70 personnages du MCU qui seraient présents avec un nouveau Iron Man, avec ceci, avec cela, pour au final se retrouver avec 3 pauvres personnages, dont un qui est à la retraite et sur le point de mourir. Bon, c'était entre guillemets, franchement, de la trappe Nigo, de la trappe touriste, hein, ça n'enlève rien à la prestation, vraisemblablement qui est celle d'Elisabeth Olsen, mais en l'occurrence, c'est vrai que la communication et la promotion du film s'est faite, entre guillemets, sur un malaise et sur un malentendu qui a été, évidemment, toutes ces théories élaborées par les fans. C'est comme si on avait dit, il y a un film qui va sortir sur le monde magique, on vous dit pas exactement la période, mais attention, il y aura peut-être Harry Potter, Hermione Granger et Ron Weasley. Là, vous êtes sûr que vous allez faire revenir les gens dans les salles de cinéma, vous allez péter les scores, mais au final, les gens, quand ils vont sortir et qu'ils vont voir que finalement, c'était ni Harry, ni Ron, ni Hermione, mais que c'était le personnage de Dean Thomas qui était présent, ça risque un petit peu évidemment de les énerver. Là, globalement, c'est ce qui s'est passé un peu pour Doctor Strange, et c'est pour ça qu'un certain nombre d'avis aujourd'hui sur le film ne sont pas extraordinairement bons, du fait effectivement qu'il y a une promotion qui a été quand même peut-être un petit peu mensongère. Alors on peut pas blâmer Disney et Marvel pour ça, mais en l'occurrence c'est vrai que ça a été quand même un point de questionnement. En tout cas, tout ce que l'on pouvait vous dire, c'est ça, c'est la vérité des chiffres, c'est-à-dire un chiffre qui est rentable économiquement, un chiffre qui justifie
les suites, donc les Animaux Fantastiques 4 et 5, parce qu'il n'y a aucune raison économique d'annuler les films. Et ça, vraiment, c'était le message très important qu'on voulait vous faire passer. Donc maintenant, on vous attend dans les commentaires pour pouvoir continuer à en parler ensemble, pour continuer, entre guillemets, à développer nos arguments sur ce sujet-là. Dites-nous, vous, ce que vous en pensez, comment aussi vous percevez finalement tous ces articles, parce que c'est vrai que c'est quelque part, au bout d'un moment, quand vous lisez 50, 60, 70 articles qui viennent vous dire que c'est une catastrophe, que rien ne va plus, que les jeux sont faits, que machin, c'est terminé, au bout d'un moment donné, ça mine le moral. C'est comme pendant la campagne, entre guillemets, de promotion, et alors même que le tournage n'était pas terminé, où on nous disait, ah bah oui, mais le film est tellement mauvais qu'il va terminer sur HBO Max, il sera même pas diffusé au cinéma, et les gens se posent la question d'arrêter le tournage. C'était totalement faux, mais voilà, c'est ces sites internet qui sont là, évidemment, pour faire, entre guillemets, du putaclic, et pour, quelque part, faire un espèce de buzz malsain sur des résultats qui certes sont en demi-teinte. Encore une fois, on ne va pas dire que les chiffres sont excellentissimes, mais les chiffres sont en demi-teinte, mais ils restent quand même bons, et encore une fois, dans le contexte post-pandémie, c'est déjà pas si mal que ça. Le film devrait s'inscrire dans le top 10 du box-office mondial à la fin de cette année, donc quelque part, il n'y a rien de négatif. On reste sur quelque chose d'assez positif, et c'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Donc dites-nous, vous, comment vous interagissez, entre guillemets, avec ces informations-là, comment vous les percevez, est-ce que c'est quelque chose qui vous dégoûte, est-ce que c'est quelque chose qui a de l'impact sur vous? Nous, ça nous intéresse de savoir, et puis évidemment, donnez-nous votre avis sur les suites, évidemment, qui seront données aux Animaux Fantastiques pour la Warner et pour J.K. Rowling. Ça nous intéresse aussi, vous, d'avoir votre avis, de savoir ce que vous attendez, évidemment, des Animaux Fantastiques 4, des Animaux Fantastiques 5, et puis et aussi, pourquoi pas, de tous les autres contenus, évidemment, qui seront amenés à arriver sur HBO Max et compagnie. Donc c'est tout pour cette vidéo. Encore une fois, on est désolé, elle est très longue, mais on voulait vraiment prendre le temps de vous expliquer en reprenant chaque point de manière vraiment, on va dire, concentrée et essentielle. Donc maintenant, vous avez la vérité sur les chiffres des secrets de Dumbledore, et donc on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. On continuera à débriefer des secrets de Dumbledore parce qu'on a encore plein de choses à vous dire, et évidemment, on replongera aussi dans le monde de Harry Potter et de Hogwarts Legacy.